Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Irène Jourdeuil et merci à Yves Gallet pour la présentation. On va ouvrir aussi mes images. Donc, je voudrais aussi mentionner les institutions qui m'ont soutenue, l'Institut catholique de Paris, le Centre Chastel, dont je fais partie, et aussi le chantier scientifique Notre-Dame et le groupe de travail Décor, où nous sommes heureux de travailler en collaboration avec plusieurs spécialistes que vous avez entendus aujourd'hui et d'autres qui ne sont pas là, qui ont intervenu plutôt au colloque Notre-Dame qui s'est tenu au mois d'avril dernier. Donc le sujet de remploi m'a préoccupée pour un postdoc que j'ai fait à Liège, mais bien sûr depuis j'ai élargi et creusé le sujet. Et aujourd'hui j'ai titré Remploi visible et invisible des portails et des jubés de Notre-Dame de Paris et de Saint-Étienne de Bourges, du 13e au 18e. Ça ne va pas être très détaillé, ne vous inquiétez pas, j'ai piqué juste les exemples qui font sens pour cette enquête. Donc premièrement, je voudrais introduire le sujet. Le sujet du remploi des sculptures est bien connu pour l'époque paléochrétienne. Et je remercie beaucoup Eliane Vergnol à faire toute cette histoire depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, parce que moi aussi, je fais un petit pont avec l'Antiquité, donc ça se lit très bien. Merci encore à Madame Vergnol. Donc, le remploi des monuments antiques à l'intérieur de l'architecture paléochrétienne, c'est un sujet très connu. Et on les a traités de spolia, c'est-à-dire qu'on souligne la destruction et l'exploitation matérielle des ressources, tout simplement. Mais dans la littérature historique des années 1980, apparaît une nouvelle vision sur le remploi et on voit dans cette réutilisation, on commence à percevoir un autre sens, c'est-à-dire que les fragments sculptés des monuments antiques remployés dans les monuments chrétiens peuvent être porteurs de continuité ou une sorte d'hommage à la tradition et commencent à avoir un certain sens selon les spécialistes. Cette littérature appelle le phénomène une nouvelle vie de l'élément sculpté remployé. Après, pour la sculpture médiévale, le sujet apparaît aussi dans la littérature fin 20e, début 21e siècle, justement sous la plume de Madame Eliane Vergnol, Fabien Joubert, Pierre-Yves Le Pogam et Patrick Ponceau, l'architecte chef des monuments historiques qu'on a mentionné ici à Bourges, s'est aussi occupé de ce sujet. Donc, ils mentionnent tous bien le phénomène et donnent des pistes d'interprétation, encore une fois, pour lui donner un sens et pour savoir comment en faire un élément d'interprétation du rapport au passé. Donc, à l'instar d'Arnold Esch, aussi spécialiste de remploi antique, lui, on peut dire que l'élément remployé, je le cite, donne la vision de la distance spatiale et conceptuelle entre le site originel et le lieu de remploi. Bon, après, il approfondit avec des pistes que je ne vous détaille pas, mais en tout cas, voilà, il y a un rapport conceptuel avec l'endroit où on prend l'élément et le pont qu'on fait avec le moment présent où on le remploie. Donc, je vais observer les remplois en tant que témoin de la réception et la considération de la pièce remployée par la communauté ecclésiastique ou les architectes, tous ceux qui ont participé à son remploi et qui ont décidé de faire ce choix. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la manière technique, iconographique et stylistique qu'ils ont, ces acteurs, que ce soit les architectes ou le clergé, au moment du remploi. Comment ils l'intègrent dans le monument? Est-ce qu'il augmente? Est-ce qu'il le change? Est-ce qu'il le cache? Ça peut aussi exister. Donc j'ai fait une typologie de l'intégration et de la transformation de la pièce dans le nouveau contexte, qui soit visible, c'est un changement iconographique, qui soit visible avec des changements iconographiques et même fonctionnels. Par exemple, un amphoe qui est remployé comme un portail, donc là c'est à Reims au portail nord, un exemple très connu. Et puis enfin, invisible. Donc là, les jubés, ils ont été remployés, je ne vous cache pas plus le sens de cette intervention, ils ont été employés de façon invisible, c'est-à-dire sous le sol. Est-ce qu'on peut rattacher ça aux remplois qui ont du sens? C'est une de mes questions.
Donc, commençons avec les exemples qui font vraiment sens et qui sont connus. Donc, Paris-Notre-Dame, portail Sainte-Anne. Je récupère le dessin de Bernard Fonquerny lors de la précédente restauration de Notre-Dame, qui a touché la façade dans les années 1999 et 2000. Et donc lui, il a souligné, vous voyez en marron sombre, les éléments de 1160 ou 50-60, en tout cas employés dans la nouvelle construction au XIIIe siècle. Donc, je ne vais pas me lancer maintenant dans la datation des portails. C'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup dans le groupe des corps, mettons entre 1205 et 1230, mais certaines disent 35. Vraiment, ce sera pour une autre fois. On s'y attardera. Là, pour l'instant, on retient que l'élément date de 1150, le tympan, les voussures, et qu'ils ont remployé dans la construction du XIIIe siècle. Donc, quelques détails qui ont été aussi soulignés par Jacques Terralon. Vous avez les extrémités de linteau du XIIe siècle qui reçoit des petits fragments du XIIIe. Et là, désolé de critiquer M. Fonquerny, mais il ne les a pas repérés. Aux extrémités des linteaux, il a continué avec la couleur marron alors qu'il fallait mettre la couleur claire à cet endroit-là parce que la Vierge qui apparaît au temple, elle est rajoutée et je crois que ça se voit avec cette feinte. De l'autre côté aussi, l'arrière-train des chevaux est rajouté au XIIIe siècle pour augmenter le cortège des rois mages qui se rend auprès de Hérode. Donc là aussi, c'est l'extrémité de linteau. Plus connu et universellement admis, c'est bien sûr le rajout au sommet du tympan d'anges et de rinceaux ainsi que de quelques nuages pour combler le vide qui se produisait entre la courbure de l'arc de 1150, tel qu'il était le tympan auparavant, et le nouveau portail qui, lui, bien sûr, dans la courbure et l'arc, était dicté par le programme global de la façade. Donc là, c'est aussi très intéressant parce qu'on dirait que le moment de rencontre entre l'architecture et la sculpture, c'est précisément là, entre le tympan et la première voussure. De l'autre côté, bien sûr, un symétrique pareil. Et ici, sur le sommet, j'ai souligné deux petits fragments, deux claveaux de voussure, qui respectivement datent de 1150, l'inférieur, et de 1220 pour le supérieur. Alors, voilà pour ceux qui sont qui ont été remployés, 1150. Et pour celui qui est du XIIIe siècle et qui a des formes plus pleines, une saillie plus importante, etc. Ça pour le style du petit personnage. Mais on s'occupe aussi de la manière technique, donc ça a été intégré dans l'architecture parce que là aussi on a dit que ça pouvait poser problème. En tout cas, il fallait être au goût du jour pour l'architecture parce que ça s'intègre dans la façade tout entière. Ce n'est plus la question de la petite sculpture, mais plutôt de la sculpture monumentale et de l'architecture. Donc, premièrement, les claveaux du XIIe siècle sont très simples. Ils ont des deux côtés, à la fois intrado et extrado, des bandeaux plats. En revanche, la voussure, ou le claveau de voussure du XIIIe, il présente un profil plus complexe qui va être utilisé tout le long du XIIIe et qui est utilisé par ailleurs dans l'ensemble de la façade de Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire un tore et gorge à l'intérieur, à l'intrado, et puis un bandeau plat ou bien légèrement creux, là il est creux, sur l'extrado. Mais en tout cas, deux profils différents pour l'intrado et l'extrado, important bien sûr pour l'architecture. Comment compenser ces différences ? On a entouré au XIIIe siècle les petits claveaux par des arcs indépendants qui font toute la hauteur et qui s'occupent justement de l'intégration technique architecturale de ces éléments sculptés. Ça veut dire
quoi que leur emploi, peut-être c'était pas juste pour de l'économie, parce que ça a dû poser un problème à l'architecte. Il a dû réfléchir comment faire pour intégrer ces morceaux. Et discuter à des architectes de nos jours, même des architectes des beaux-arts, ils le disent tous que leur emploi maintenant, il est à la mode dans l'architecture contemporaine, mais ils disent tous que ce n'est pas une solution d'économie, parce que ça demande de démonter soigneusement, de garder, et le stockage, ça coûte cher aussi. Et puis après, de trouver comment l'insérer dans le nouveau bâtiment, donc des solutions ingénieuses nouvelles et qui demandent vraiment de mettre au point parfois des nouvelles techniques. Donc si du côté matériel, peut-être on récupère de la pierre, mais du côté main-d'œuvre et heures de travail, c'est cher. Merci Yves d'avoir mentionné ma thèse. Dans la cathédrale de Laon, il y a un portail qui fait tout à fait sens dans la question de remploi. Un remploi avec soins techniques et portée iconographique du portail du jugement dernier. Donc le tympan, les deux voussures les plus proches du tympan ont été remployées à l'intérieur d'un portail avec 3 voussures nouvelles. Elles se voient sont beaucoup plus larges, plus espacées, et un linteau nouveau qui transforme aussi le sens du jugement dernier, une interprétation différente du jugement dernier que le linteau va donner. Donc là, on a aussi un ajout technique, comme on a dit, mais aussi iconographique. Détail seulement de ces éléments remployés. Ils sont contemporains de Notre-Dame de Paris, ils font écho à ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris, c'est pour ça que je vous les montre. Puis pour évoquer la question technique, parce que là aussi, les fragments du XIIe siècle, ils sont faits comme à Notre-Dame de Paris, avec intrado et extrado à bandeau plat. Et ceux du XIIIe siècle, ou non, c'est pas le XIIIe siècle, là c'est 1200, que je me trahis moi-même dans la datation de cette nouvelle sculpture de Laon. C'est style 1200. Là aussi, vous avez un intrado avec tore et petite gorge, et un extrado avec bandeau plat, donc annonciateur du XIIIe siècle, de ce qu'on va voir plus tard à Notre-Dame de Paris. Arrivons à Bourges. Là, c'est l'exemple qui a été traité par Patrick Ponceau. Je crois qu'il l'a cité aussi dans les hommages qu'il a rendus à Madame Vergnol, dans la Mélange, dirigée par Yves Gallet. Tout le monde est réuni. Il y a bien sûr cet exemple au nord que vous pouvez encore admirer si vous avez quelques heures à Bourges. Côté nord, flanc nord de la cathédrale. Alors là, les éléments sculptés sont de 1160. La campagne de construction dans laquelle ils sont remployés, ça a été mentionné encore ce matin, c'est une campagne de la nef qui démarre en 1225 et qui se prolonge jusqu'à 1250, mais pour ce remploi, c'est probablement juste après 1225, 30 environ. Voilà, donc vous voyez bien que de point de vue temporel, on est très proche de Notre-Dame de Paris et de Laon, et que ce portail ici est remployé de façon complète, sans changement iconographique, de façon très fidèle. Il a été vraiment démonté et remonté avec grand soin. En plus, l'opération est doublée du côté sud, ce que Patrick Ponceau a très bien expliqué, puisqu'il consacre son article aux 2 portails. Je me suis cantonnée à celui-là, à mentionner un petit détail que, par exemple, le trumeau a un chapiteau du XIIIe siècle. Le reste est du XIIe, de 1160. Là, j'ai quelques détails toujours à cet endroit qui m'est semblé toujours très important pour la mise en œuvre des portails. C'est le rencontre entre le plan de face linteau et tympan, et d'autre côté, les voussures. Et donc là, souvent, il y a des irrégularités ou des problèmes. Et ici, on peut voir qu'il y a pas mal de mortier qui a été mis dans le coin pour compenser un montage qui est imparfait, parce que justement, on disait que c'était problématique de démonter, remonter. Donc, on a dû compenser avec du mortier. Puis, les niveaux ne sont pas très exacts. Enfin, vous voyez que les pieds droits ne sont pas exactement au même niveau que le chapiteau de l'ébrasement, même pas le bas du chapiteau d'ébrasement. Ensuite, le chapiteau de l'ébrasement, ils ont essayé de faire coïncider son tailloir avec la corniche qui est au-dessus du linteau. Donc là, ça colle plutôt bien, les acomptes se poursuivent, etc. Mais on voit bien qu'ils ont dû s'atteler à bien faire. De l'autre côté aussi, si on regarde vraiment de détail, de nouveau, il y a un vide qui est comblé par du mortier. Et donc, on voit bien que le problème est posé. En revanche, ils arrivent à se rattraper au moment du chapiteau tailloir
au niveau de l'ébrasement et continuité avec le sommet de linteau. Alors, ce n'est pas tout, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas contentés de remployer. Ils ont dû faire le porche. Et le porche doit, en effet, élargir l'ébrasement de chaque côté pour pouvoir accueillir les arcs, les voûtes d'ogive au-dessus, que vous avez bien expliqué comment ils fonctionnaient. Donc, il fallait les réceptionner avec des tailloirs, des chapiteaux et des colonnettes au niveau de l'ébrasement. Donc, on peut voir le détail et ce passage entre de la sculpture du 12e, d'un côté en 60 pour les 3 premiers chapiteaux, un 4e chapiteau qui est glissé de façon assez bizarre et qui fait transition, qui retenait l'archivolte, donc devait appartenir au plan de portail, au premier plan originel du portail. Et ensuite, clairement, 3 chapiteaux avec leurs tailloirs saillants qui sont du XIIIe siècle, qui appartiennent à la campagne qui a vu naître le porche. De l'autre côté, la même chose, j'ai le détail des chapiteaux de 1160 et la continuité parfaite du niveau, en tout cas, des tailloirs du XIIIe siècle qui sont reçus par des chapiteaux avec une flore naturaliste très bien datable et bien exploitée dans les comparaisons avec la Sainte-Chapelle et la chapelle de la Vierge de Saint-Germain-des-Prés, qui est bien datée, elle, de 1245. Donc, ces comparaisons-là ont été bien exploitées par Fabien Joubert, à la fois pour le Jubé et pour la campagne de construction qui voit naître les porches avec cette flore exubérante, naturaliste. On peut reconnaître des espèces végétales réelles. Les remplois invisibles. Alors, moi, je les joins au corpus. Très connu aussi, Notre-Dame de Paris, Jean Terralon encore, j'ai l'article sur moi. Photos qui ne peuvent plus être prises parce que c'était au moment de la fouille archéologique d'une autre restauration de Notre-Dame de Paris. Clairement, Notre-Dame de Paris a vu beaucoup de restaurations dernièrement. On se situe dans une lignée. Donc là, c'est 1983. Et donc, on voit bien le désordre dans lequel ils ont été trouvés en fondation, ces éléments de remploi qui proviennent de la façade précédente. Et c'est-à-dire que là, vous avez des éléments qui n'ont pas pu trouver place dans le portail Sainte-Anne de façon visible, car les modes de nature ont changé. Il fallait faire autrement de point de vue architectural, mais on les inclut quand même dans le bâtiment. Alors là, on peut débattre si c'est juste matériel ou un peu symbolique de les inclure, les incorporer dans le bâtiment. Je passe. Des fragments qui sont bien conservés au musée de Cluny actuellement et que vous pouvez voir. Le XVIe et le XVIIIe siècle, on passe à un autre monde, c'est certain, mais la tradition perdure. Donc j'ai un petit exemple de Saint-Barthélemy de Liège qui vient de mon postdoc et c'est intéressant parce que c'est une clôture de chœur et ça a été remployé encore une fois au moment où on ne veut plus des clôtures de chœur. Donc avec un changement de fonction bien sûr, mais elle a été remployée sous un autel, donc un peu incluse de façon liturgique parce qu'on a vu en début de colloque hier que l'autel pouvait inclure des reliques. Est-ce que parenthèse bien sûr, est-ce que les fragments sculptés avec un sens saint pourraient être aussi vus comme une relique? Alors, je dois vous dire que les Allemands ont un terme pour ça, ils disent une Baurelique. Mais bon, enfin, avec pincette, parce que bien sûr, c'est nos contemporains, ces écrivains qui parlent de Baurelique, c'est-à-dire de reliques de la construction. Donc là, ça pourrait être ça, ou au moins une partie du sens. Revenons donc à Bourges. Très heureuse de revenir sur les travaux de Fabien Joubert, bien sûr, suite à son exposition au Louvre. Une maquette a été faite qui est ici maintenant dans la cathédrale et qui présente comment il était le Jubé de Bourges. Alors, je vais passer vite parce que je crois que c'est la fin, dans 3 minutes. Vous connaissez bien, vous pouvez aller à la cathédrale de Bourges, mais en bref, les datations. Donc, ou bien c'est 1237 pour Jean-Yves Ribaud, ou bien les années 40, et je vous ai dit pourquoi, puisque Fabien Joubert trouvait que c'était comparable à la Sainte-Chapelle, mais aussi à la chapelle de la Vierge de Saint-Germain-des-Prés par Pierre de Montreuil, donc les années 40. Quoi qu'il en soit, mettons autour des années 40 pour ne pas être hargneux sur les dates parce que ça ne va pas être notre occupation aujourd'hui. Nous, on cherche le sens, voir pourquoi ces choses-là sont remployées et comment surtout.
Donc, grande histoire, bien sûr. Ce que je voudrais noter, c'est que pas tous les éléments ont eu le même destin. Par exemple, la crucifixion a été conservée, suite à la destruction, a été conservée dans une école des frères de la doctrine chrétienne, alors que tous les autres éléments ont été réduits, bûchés des 4 côtés pour faire une clôture. Pour moi, ça, c'est un remploi. Donc, 18e siècle. Et pour confirmer cette question de remploi, au revers, tous les fragments qui présentent une dalle à peu près carrée, il y a un arc brisé. Et cet arc brisé, Fabien Joubert l'avait observé, mais je le redis, cet arc brisé témoigne justement de ce remploi en tant que clôture de chœur au XVIIIe siècle. Là, je vous montre une dalle qui n'a pas servi de clôture de chœur, où on voit les traces d'outils médiévaux qu'on reconnaît bien, 13e siècle, dans l'équipe, des gens qui peuvent bien reconnaître les traces, là. Et une qui a été retaillée au XVIIIe siècle au revers pour faire clôture. Donc là, on a inversé et on ne souhaitait pas garder le sens. Je poursuis. Le Jubé de Bourges, je ne vais pas faire l'iconographie, mais en tout cas, voilà, nous n'oublions pas quelle est l'iconographie. C'est lié au cycle de la Passion, hein, dit en bref. Et très rapidement, maintenant, le Jubé qui vient d'être découvert de Notre-Dame de Paris. Donc, il y avait déjà un élément qui était connu, exhumé par Viollet-le-Duc et remis au musée du Louvre. Le musée du Louvre date le Jubé de Notre-Dame de Paris, 1230. C'était trouvé sous la croisée du transept. Et puis, bon, je ne reviens pas sur le drame de Notre-Dame, sur le fait qu'on a vu les voûtes effondrées, le croisement de chœur, etc., croisée de transept, etc. Ça, chantier Notre-Dame, souvenir pour ceux qui étaient à cet endroit-là, sous les voûtes du chœur. Et ce chantier a permis, entre autres, la fouille par l'INRAP. Alors, je ne vais pas détailler, justement, je voulais juste le mentionner parce que Christophe Beignet a organisé tout un projet collectif de recherche dont on fait partie. On va continuer à creuser. Apparemment, il ne faut pas qu'on s'annonce déjà sur le style et l'iconographie. Il compte le faire de façon coordonnée, groupée. Donc, voilà, je rends simplement hommage et les photos sont sur le site de l'INRAP. Donc, les miennes, non, apparemment, il ne faut pas les montrer. Donc, là, c'est des clichés qui étaient dans la presse, donc qui montrent à quel point elle était fulgurante, cette découverte. Christophe a publié dans l'Archéologie rapidement, donc je montre aussi cette tête du Christ, une autre tête, vous voyez, grande beauté, polychromie, actuellement en restauration, pour être présentée au musée de Cluny au mois de novembre. Donc voilà, des éléments d'architecture, des éléments de sculpture. Et apparemment, c'est le style 1230-1240, voilà, sans spoiler plus. Des mains tenues par Christophe lui-même. Alors, je passe parce que Viollet-le-Duc, qui n'a pas très bien restitué ce Jubé. En revanche, il y a un autre dessin sur lequel la plupart des scientifiques s'accordent. C'est Jacques Sillier qui donne une bonne image de ce que le Jubé il était. Donc là, vous voyez le dessin du Jubé avec les 5 arcatures et puis une frise. On va la résumer là. Et c'est ce qu'on voit aussi à Naumbourg, 5 arcatures avec une frise. Donc c'est à peu près l'image qu'on peut retenir pour le Jubé de Notre-Dame de Paris. Pareil, pas de spoil de plus. Un dessin qui était exposé dans l'exposition de Trésors sur Notre-Dame est publié sur le revers qui montre des arcatures et la croix, très important, la croix au-dessus. Et puis le destin de ce Jubé, ça va tenir en 2 minutes, c'est un dessin de Robert de Cotte qui montre comment il a été transformé au moment du XVIIe siècle par Anne d'Autriche. Elle a mis des autels sur les 2 côtés de la porte qui mène vers le chœur. Et là, on voit une partie, elle n'est pas employée, c'est plutôt un élément qui est resté in situ, c'est la croix et le gable au-dessus du portail. Là, c'est le Jubé médiéval. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il est employé, il est continué, il est gardé d'une certaine façon. En revanche, même ça va être détruit en 1715 et c'est là qu'il va être complètement cassé et mis sous le sol. Donc encore une fois, un peu comme à Bourges, on assiste à une continuité peut-être invisible, peut-être avec changement de fonction puisqu'on ne veut plus des jubés, mais on les intègre dans l'édifice et pour moi, donc c'est toujours une manifestation de la continuité. Merci beaucoup pour votre attention.